D'abord, à chaque fois, c'était toujours un travail d'équipe. Donc, c'était pas mon patient ou mes patients, c'était vraiment des patients partagés entre 20 ou 30 chercheurs. Et à chaque fois, ça nous permet de contrôler la validité de techniques archéologiques en anthropologie médico-légale et de faire sans arrêt un passage de l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment utile aux deux disciplines. En l'occurrence, Agnès Sorel a été intéressante parce qu'on a mis en évidence des parasites dans ce qui restait de son corps et on a pu prouver qu'elle était morte d'une intoxication aiguë en mercure. Même chose aussi, une cause métallique, si je peux dire, avec Diane de Poitiers, où cette fois-ci c'est une intoxication chronique en or qui l'a emportée. On a aussi mis en évidence qu'elle avait eu une fracture de jambe qui, ça c'est vraiment extraordinaire, a été réduite par Ambroise Paré, et du coup on tenait dans les mains un tibia et une fibula, donc un péroné, qui avait été remis en place par ce génial chirurgien. Ensuite, pour d'autres patients, comme la tête d'Henri IV par exemple, on a testé et validé des techniques d'identification médico-légale, à partir non pas d'un crâne, mais d'une tête embaumée, momifiée, pas en excellent état de conservation, puisque les traits même du visage n'étaient pas entièrement reconnaissables, ils avaient été modifiés par des bandelettes, par le temps qui passe, par des pertes de poils de cheveux et autres. Et bien on a pu identifier de façon certaine l'identité de cet individu et préciser un petit peu, non pas les causes de mort, on sait que Ravaillac a malheureusement bien fait son travail, mais mieux préciser l'état de santé sous-jacent de cet individu-là, avec de l'athérome, des dépôts de cholestérol dans les artères, avec une cataracte, et puis aussi avec des lésions cérébrales, etc. Donc on a mieux, à chaque fois on avance un petit peu pour le diagnostic et les précisions anatomiques de personnages de l'histoire, d'accord, c'est intéressant en soi, mais moi je suis médecin légiste, et du coup je travaille surtout sur mettre au point, développer des techniques qu'ensuite j'utilise, moi ou mes collègues, dans la médecine légale de tous les jours. Donc, comment on traite le corps humain depuis l'Antiquité, presque jusqu'à nos jours, avec ce respect qui est dû à son morcellement parfois. On offre un fragment du corps pour remercier telle ou telle personne de son efficacité. Également, tout le développement technique qu'on peut mettre dans la conservation de telle ou telle partie du corps. Le corps trophée aussi m'intéresse, le corps cadeau, le corps objet. Et en pratique, à qui appartient un corps mort? À sa famille, aux proches, au clergé, à l'État? Le problème se pose par exemple pour la tête d'Henri IV. Qui est le propriétaire de ce corps-là? Si la famille en tout cas a des droits en tant que descendants héréditaires, familiaux, l'État aussi, puisqu'il s'agit d'un chef d'État. Et ça pose vraiment des problèmes d'organisation, de réanimation. La même chose aussi, le même problème se pose, puisqu'avec cette tête d'Henri IV, est-ce qu'on doit faire une messe ou simplement une bénédiction? Qu'est-ce qui fait un corps mort? C'est une tête, un cœur, un corps en entier, 50% du corps, moins que ça, certaines parcelles symboliques, par exemple l'enfant du temple, le petit Louis XVII, a pu bénéficier d'une cérémonie religieuse in extenso, rien qu'avec son cœur. Est-ce que la tête d'Henri IV peut avoir le même type de cérémonie? Voilà les problèmes qui se posent. Est-ce que le fait que le cerveau soit toujours en place change quelque chose quant à la présence de tel ou tel organe symbolique? Même le rite qu'on doit employer, est-ce que c'est le rite 1610 ou un rite post-Vatican II? Ce sont des problèmes qui sont pratiques, qui dépassent largement le cas de médecine légale, mais sur le plan de la gestion du corps mort, moi, ça me passionne.